Alors, demain, on sera avec Didier Pleu. On va évoquer la frustration affective, la frustration sexuelle. Il y aura certainement beaucoup à dire. Mais tout de suite, c'est pas un livre de sexologie et pourtant, c'est un livre qui peut vous aider à mieux faire l'amour. Ça s'appelle en tout cas Apprendre à faire l'amour. C'est aux éditions Alary. L'auteur est philosophe et il y a des choses très intéressantes dans son livre et on va en parler ensemble. Bonjour Alexandre Lacroix. Bonjour. Alors, vous avez écrit ce livre, Apprendre à faire l'amour. Alors, c'est plusieurs chapitres, plusieurs points. Alors, moi, j'adore d'abord le lien que vous faites entre les préliminaires et la sensualité. Je trouve ça très, très judicieux. Alors, effectivement, la question de la fonction philosophique des préliminaires, puisqu'en fait, l'objectif du livre, c'est de déployer la portée, la signification philosophique de chaque petit détail de la relation sexuelle, de l'activité sexuelle. Et on peut se dire que la fonction des préliminaires, c'est d'accéder à la sensualité. D'éveiller nos sens, en quelque sorte. Oui, parce qu'il y a une différence, pas tout à fait, parce qu'il y a une différence entre la sensorialité et la sensualité. La sensorialité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tout au long de la journée, je me sers de mes 5 sens pour comprendre l'environnement qui m'entoure, pour entendre s'il y a du danger, pour voir ce qui m'entoure. Au fond, je perçois le monde et je glane, grâce à mes 5 sens, des informations sur le monde qui m'aident à me mouvoir et à prendre des décisions. Mais il faut que la sensorialité se mette à jouir d'elle-même, en quelque sorte, pour qu'on entre dans la sensualité. Qu'est-ce que c'est que la sensualité? C'est une sensorialité qui jouit d'elle-même. On ne cherche pas à glaner une information précise sur le monde, on ne cherche pas à traverser une rue, à savoir si le feu est rouge, s'il faut tourner à gauche ou à droite. On cesse en fait d'utiliser nos sens pour des actions, pour orienter nos actions, on les utilise pour en jouir. Et c'est vrai que la phase des préliminaires peut aider à opérer ce basculement du régime sensoriel normal, qui est celui de la journée, de la veille, à un régime tout à fait particulier où on est en recherche de plaisir esthétique. Parce que c'est ça qui est en jeu dans la relation sexuelle. Il y a une polyphonie. C'est vrai que l'influence de la pornographie nous laisse penser que la vision est majeure, mais dans l'acte sexuel, il y a le goût, il y a le son, on vient d'en parler, il y a les odeurs, il y a le toucher. Les 5 sens communs, les 5 sens classiques sont convoqués et il est important que cette sensualité irrigue l'activité sexuelle. Voilà, donc c'était intéressant d'avoir enfin, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on a. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes dans votre livre. Alors, il y a une chose sur laquelle ça m'a beaucoup fait sourire. Vous avez inventé un mot, Freud porn. Alors, vous pouvez expliquer aux auditeurs pourquoi vous avez inventé ce mot et ce qu'il veut dire? Oui, tout à fait. Un point de divergence que j'aurais avec la sexologie ou l'approche médicale parfois des rapports sexuels, c'est que moi j'insiste beaucoup sur le fait que la sexualité est culturelle, elle est écrite, elle est scriptée, on a des modèles en tête, on a des modèles sociaux et culturels en tête. Ces modèles, on les a appris avec nos partenaires, on les a appris en regardant des films, parfois des films de genre, parfois des films plus classiques, et en lisant des romans. Donc on a des modèles. Mais alors, si j'essaye de réfléchir au modèle dominant, au script sexuel dominant, c'est-à-dire au scénario qu'on déroule assez spontanément avec un partenaire aujourd'hui, d'où vient-il ce scénario? Moi, je dirais qu'il emprunte à 2 sources, à 2 influences. D'un côté, la psychanalyse et Freud, et de l'autre, le porno. C'est pour ça que je parle de Freud porn. Ce qu'on a emprunté à Freud et à la psychanalyse, c'est la notion d'un cycle sexuel qui, pour être complet, doit passer d'abord par les préliminaires, on vient d'en parler, ensuite il y a une sorte de pénétration, et la pénétration, il y a une gradation d'intensité, et on finit par l'orgasme. C'est un modèle très linéaire, très uniforme, très contraignant en un sens, orienté vers l'efficacité, et dans l'esprit de Freud, le rapport sexuel est incomplet s'il y a jouissance de l'homme à l'intérieur de la cavité vaginale. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose, ce sont ces termes, donc on voit bien on mime la procréation, en fait, dans ce cycle sexuel. Cette notion de cycle sexuel, elle a été amplifiée, raffinée, complexifiée, mais amplifiée par la littérature sexologique, qu'il a reprise à son compte. Freud l'invente en 1905 dans ses 3 essais sur la théorie sexuelle, et la sexologie lui donne une autorité encore plus grande à cette notion de cycle sexuel. Alors ça, c'est une chose. Mais je dis qu'aujourd'hui, on fait du Freud porn parce qu'on a mêlé à ça une autre influence, qui est l'influence de la pornographie. Donc, on pourrait dire que ce qu'on fait assez spontanément quand on a un partenaire, préliminaire, pénétration de plus en plus rapide, orgasme, recherche d'une certaine efficacité, tout ça sur un mode sportif et décomplexé, c'est une sorte de variante porno du schéma sexuel freudien. Et c'est vrai que ça pose quand même un certain nombre de problèmes ou de questions. La première grosse question que ça pose, c'est que si
on s'en réfère à Freud, mais aussi au porno mainstream, au porno standard, on voit bien que la question du plaisir féminin est peu centrale. Pour le dire même un peu brutalement, on a l'impression que dans le porno mainstream ou le porno standard, les femmes n'ont pas de plaisir. Et chez Freud, la question du plaisir féminin est presque absente. Et donc, déjà, il y a un premier problème dans ce schéma Freud-porn, c'est qu'il semblerait que, en tout cas dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, l'un des deux partenaires est sacrément négligé. Et il y a d'autres problèmes. Je dirais que l'autre gros problème, c'est l'accent qui est mis sur la performance, sur une certaine efficacité, sur le fait qu'il faut que l'homme finisse à l'intérieur de la femme nécessairement. Et donc, tout ça referme et cadenasse beaucoup notre vision des choses. On entre dans la relation sexuelle avec un schéma en tête, presque un protocole, un process, on dirait, dans les entreprises. On a un certain nombre de choses à performer en vue d'un résultat qui est, alors dans le monde contemporain, l'orgasme, et si possible, l'orgasme simultané des deux partenaires. On a un peu évolué depuis Freud. Mais quand même, on est dans cette quête de performance, d'efficacité qui suscite du stress, qui suscite de l'anxiété et peut-être qui ne laisse pas se développer la sensualité dont on parlait tout à l'heure. Enfin, elle ne laisse pas le plaisir s'épanouir. En tout cas, ça donne une norme assez. D'ailleurs, on l'a entendu depuis le début de l'émission. Alors, je suis pas complètement toujours tout à fait d'accord avec ça, avec votre idée, parce qu'il y a quand même en sexologie, notamment le fameux rapport Haidt, dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre, qui a fait avancer aussi la notion du plaisir féminin et le clitoris. Et il faut rappeler que le rapport Haidt, ça date de bien avant tous les livres qu'on voit actuellement qui sortent sur le clitoris. Mais dans l'ensemble, ce que vous venez de dire, je pense que ça parle à beaucoup de gens et c'est tout à fait intéressant. Moi, j'aime bien aussi quand vous parlez de votre rencontre avec un jeune homme quand vous étiez jeune, qui disait que le sexe, la sexualité, c'est finalement des trucs du corps et que vous ajoutez déjà, mais non, c'est un dialogue des âmes. Voilà, donc c'est là où on voit que il y a quelque chose d'autre qui se passe dans la rencontre sexuelle, pas uniquement deux corps qui se rencontrent. Alors merci Brigitte. Alors d'abord sur le rapport Haidt, moi j'ai quand même envie d'en dire un mot. Il paraît en Mais 1977. bien sûr, vous en écrivez plus qu'un mot d'ailleurs. Ah oui, Dans le oui, livre. j'en parle longuement et j'ai quand même envie d'en dire un mot. C'est un moment capital dans l'évolution et la compréhension de la sexualité féminine, puisque plus de 3000 femmes ont répondu à un questionnaire qualitatif en expliquant exactement comment elles éprouvaient du plaisir, et on se rend compte que dans le coït hétérosexuel standard, pour plus de 80% d'entre elles, elles n'en ont pas de plaisir, donc il y a vraiment un problème. Donc il y a eu une prise de conscience, mais dans le même mouvement, Haidt a créé un gros problème, c'est qu'elle dit aux femmes, si jamais vous ne jouissez pas, si vous n'avez pas d'orgasme, en fait, les hommes se servent de vous. Donc, ils se servent de vous comme d'un objet pour jouir, comme d'un moyen pour jouir. Donc, en fait, vous validez la domination masculine. Donc, elle crée presque une obligation de jouissance. Ça, je trouve que c'est un peu difficile à avaler et que beaucoup de gens aujourd'hui arrivent dans le rapport sexuel, que ce soit les hommes ou les femmes, avec cet impératif de jouissance en tête, en se disant est-ce que j'ai joui, est-ce que j'ai réussi à faire jouir l'autre? Et alors ça, c'est un tue l'amour. Parce que tout simplement, pour laisser le plaisir arriver, il faut un moment lâcher, être désintéressé. Si on est dans cette quête de performance, on n'y arrive pas. Mais ce que vous disiez ensuite, c'est aussi très important, et moi j'y insiste beaucoup. Nous sommes les héritiers d'une tradition qui est une tradition, on dit en philosophie dualiste, qui dit que dans l'être humain, il y a deux choses, une âme et un corps. Et donc un principe spirituel, élevé, peut-être éternel, et puis le corps qui est voué au vieillissement, à la mort, et qui subit ses pulsions. Alors, dans le cadre de pensée dualiste, en fait c'est le nôtre même quand on n'est pas religieux. On sent que ça infuse dans toute notre vision des choses. Faire l'amour, ça pose toujours un peu un problème. L'érotisme, la pornographie pose problème parce que la crainte qu'on a, c'est d'être réduit à notre corps et qu'il y ait une négation du fait qu'on a une âme, si vous voulez. On est nié en tant que sujet, on est nié en tant que personne, on est nié en tant qu'individu. C'est ce dont on a peur. On est pris comme un simple objet pour la jouissance de l'autre. On cesse d'être un sujet. Mais je dirais que notre chance dans cette affaire, donc le dualisme, en gros, si je veux être un peu, le résumé d'une formule, il n'est pas très baisant. En tout cas, il n'ouvre pas beaucoup sur la sexualité. Mais en fait, il est faux. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une toute autre compréhension de l'être humain. Moi, je propose une compréhension holiste, c'est-à-dire de prendre l'être humain comme un tout, un corps-esprit, si vous voulez, indissociable. Et si vous prenez l'être humain comme un tout, ce que vous voyez qui se passe dans le rapport sexuel, même dans le rapport fugace, même dans le plan cul, même dans le rapport comme ça, il se passe toujours... chacun y est entièrement lui-même, avec son corps et sa conscience. Vous voyez, c'est-à-dire, ça remue des choses en nous, des émotions, des sentiments. Ça met en jeu notre identité et notre intériorité. Et donc,
voilà, ce qu'il est important de dire par rapport au dualisme, c'est que la crainte d'être pris simplement comme un objet ou d'être animalisé ou de se transformer en chose pendant le rapport sexuel est un peu une fausse crainte. Dans le rapport sexuel, on est au contraire, on a l'occasion d'exprimer d'autant plus pleinement son humanité que le rapport sexuel des humains, que la sexualité des humains est très décorrélée de la procréation. Et donc, si on fait l'amour, c'est qu'on cherche souvent autre chose qu'à faire des enfants. On cherche le plaisir, mais on se cherche soi-même et on cherche l'autre aussi. On cherche la relation, on cherche toutes sortes de choses, mais certainement pas seulement une finalité procréative. Évidemment, mais c'est tout à fait. Je suis évidemment tout à fait d'accord avec vous, Alexandre Lacroix. Ça donne envie de le lire, hein, Vincent Hupertan, ce livre, Apprendre à faire l'amour. Alors, c'est pas qu'il faut, il faut le lire, parce que là, vous sublimez un petit peu l'évolution de la sexologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous dites trois choses qui sont fantastiques. Il faut oublier en sexologie Descartes, il faut parler de Spinoza. Approche globale, on n'est pas juste corps. Et de l'autre côté, on est le tout. Et que le tout, ça se mélange. C'est un petit peu les deux. Le corps, c'est le substrat et de ce qui se passe à l'intérieur et vice-versa. Deuxièmement, que la sexualité, elle est avant tout relationnelle. Et c'est du plaisir partagé social. On n'est pas dans le rapport reproductif. On prend nos cousins, les gorilles, il y a 15 rapports par naissance. L'être humain, c'est 1000 à 2000 par naissance. C'est qu'on fait le sexe parce qu'on a besoin de se retrouver. Donc ça, et troisième point, ce que je veux dire, c'est que effectivement, il y a Freud, il y a le porno, mais depuis la sexologie a évolué, il y a le Master and Johnson qui a reproduit le schéma chez l'homme, mais il y a le rapport de Bayes qui dit que le cycle sexuel chez la femme, c'est un cycle, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste comme un ECG, tac, 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 vous savez, une espèce de schéma. Et donc, il faut sortir de ces codes-là, il faut sortir de ces étapes-là pour enrichir. Donc, on revient à la notion de jeu, le jeu, parce que c'est ça qui va donner du sens à le lien qui se situe entre deux êtres, dans l'intimité, il n'y a pas de corps, c'est en tout, c'est une osmose. Je rappelle aussi que Philippe Breneau a sorti 2 livres qui sont 2 grandes enquêtes, l'un sur la sexualité masculine, l'autre sur la sexualité féminine. Ils sont sortis il y a quelques années, donc on voit bien quand même que la sexologie avance aussi. En tout cas, vraiment, c'est un livre que je vous conseille. Ça s'appelle Apprendre à faire l'amour. C'est aux éditions Alary. Et merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Lacroix, d'avoir échangé quelques minutes avec nous. Merci beaucoup. Merci on fait une vous, petite pause et on revient sur la sexualité performante ou pas des hommes avec Marjolaine qui avait envie de témoigner. À tout de suite.